Il n'y a pas de bataille du budget, il y a un débat sur le budget. Il n'y a pas une bataille rangée entre groupes parlementaires, il y a un échange de convictions pour tracer la meilleure voie possible pour les finances publiques de la France. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des grands débats. Nous allons nous intéresser à un texte qui structure l'année parlementaire, le budget. Vous le savez, le gouvernement ne dispose que d'une majorité relative et les oppositions, c'est une constante, votent toujours contre le budget. Dès le début, l'équation est compliquée pour le gouvernement et la menace du 49.3 plane dans toutes les têtes. Le retour de l'inflation déstabilise profondément notre économie. Elle déstabilise profondément les économies de tous nos partenaires européens. Elle déstabilise profondément l'ordre économique mondial. Dans ce contexte, un budget est un choix politique qui va être discuté, je l'espère, longuement, intensément et sereinement pendant cette semaine. Notre priorité, c'est de protéger nos compatriotes. Protéger nos compatriotes contre une inflation qui sème le trouble, l'inquiétude. Protéger nos compatriotes qui sont confrontés non seulement à la flambée des prix de l'énergie, mais désormais à la flambée des prix alimentaires. Protéger nos compatriotes les plus modestes qui sont confrontés à cet impôt inéluctable que représente la flambée des prix de l'énergie comme de l'alimentation. En octobre 2021, avec cette majorité, j'estime que nous avons pris une des décisions les plus importantes du précédent quinquennat, en mettant en place un bouclier tarifaire sur les prix de l'électricité et sur les prix du gaz. Les premiers en Europe, nous avons décidé de geler les prix du gaz et de plafonner les prix de l'électricité. En 2023, nous maintiendrons ce bouclier tarifaire au nom de la protection qu'avec Gabriel Attal, nous voulons apporter à nos compatriotes. Il coûtera 46 milliards d'euros, dont une large partie sera financée par le prélèvement des rentes sur les producteurs énergétiques. Au total, en 2021, 2022, 2023, nous aurons dépensé 100 milliards d'euros pour protéger nos compatriotes contre la flambée des prix et contre le retour de l'inflation. Notre deuxième priorité, après la protection de nos compatriotes, c'est la protection de notre industrie. Et je veux le dire sans détour. Notre industrie est directement menacée par la flambée des prix de l'énergie. Je tiens à redire à quel point il est essentiel de poursuivre notre politique de l'offre et la baisse des impôts de production engagée depuis 5 ans. Avec Gabriel Attal, nous proposons donc dans ce budget de supprimer la CVAE en 2 fois, en 2023 et 2024. Pourquoi la CVAE? Parce qu'elle bénéficie en priorité aux PME industrielles et qu'on ne peut pas dire d'un côté qu'on veut rouvrir des usines, réindustrialiser le pays, reconquérir l'industrie française et de l'autre continuer à accepter des niveaux d'impôts 5 à 6 fois plus élevés que nos partenaires européens. Vous avez la force de la cohérence, mesdames et messieurs les députés de la majorité, et vous avez la force des résultats, car vous êtes la seule majorité depuis 20 ans qui a recréé des emplois industriels dans notre pays et qui a ouvert plus d'usines qu'elle n'en a fermé. Soyez-en fiers et tenez bon sur votre ligne de politique économique. Ce budget de 2023 doit permettre d'atteindre les objectifs que j'ai rappelés en début d'intervention, engager la baisse de la dette publique à partir de 2026, revenir sous les 3% de déficit public en 2027. Je constate que les oppositions ont adopté en commission, tous groupes confondus, plus de 7 milliards d'euros de dépenses supplémentaires. Je connais des manières plus efficaces de rétablir nos finances publiques. La nôtre, en tout cas, sera claire, tenir les dépenses à plus 0,6 en volume sur la durée du quinquennat, c'est l'objectif le plus ambitieux qui ait été fixé en matière de finances publiques et de dépenses depuis 2 décennies. C'est responsable, c'est raisonnable et, comme je viens de le démontrer, c'est parfaitement compatible avec la protection de nos compatriotes
et de nos industries face à l'inflation. Oui, ce budget est un budget de service public. Jamais notre pays n'a autant investi pour l'éducation nationale, 3,7 milliards d'euros en plus dès l'an prochain pour revaloriser nos enseignants, recruter des milliers d'accompagnants pour enfants en situation de handicap. Jamais notre pays n'a autant investi dans la sécurité et dans la justice. 1,4 milliard d'euros en plus pour recruter 3 000 policiers et gendarmes supplémentaires dès l'an prochain. 8% d'augmentation pour le budget de la justice pour recruter et mieux rémunérer des milliers de magistrats et de greffiers dans notre pays. 3 milliards d'euros en plus en soutien à nos forces armées dans un contexte où la guerre est revenue au cœur de l'Europe et où nous devons poursuivre le réarmement de notre armée. Jamais notre pays n'a autant investi pour l'écologie et pour faire vraiment la transition. 1,5 milliard d'euros pour soutenir les projets verts des collectivités locales, 250 millions d'euros pour le vélo, 500 millions d'euros en plus pour MaPrimeRénov'. Oui, nous sommes au rendez-vous de nos responsabilités pour faire vraiment la transition écologique dans notre pays. Protéger les Français face à la crise, renforcer nos services publics, maîtriser notre destin. Rien de tout cela ne serait possible si nous laissions ce budget être rejeté par réflexe, par symbole ou par habitude. Mesdames et messieurs les députés, j'ai pleinement conscience du poids des habitudes. Les lois financières, tout comme les lois de programmation des finances publiques, n'ont jamais été des objets de consensus. La majorité a toujours voté pour, les oppositions voté contre. C'est cela le poids des habitudes symboliques. Mais en juin dernier, les Français nous ont précisément demandé de changer nos habitudes. Ils nous ont demandé de nous parler, d'inventer de nouvelles méthodes. C'est ce que nous avons fait ces dernières semaines avec les dialogues de Bercy. C'est ce que nous avons fait ces dernières semaines en rassemblant des parlementaires de tous les bancs, de la majorité, de l'opposition, de l'ensemble des groupes de cet hémicycle, pour travailler ensemble au service de nos concitoyens. Puisque vous persistez à vouloir ramener le déficit public à moins de 3% d'ici 2027, tout en continuant les cadeaux fiscaux aux plus riches, c'est donc mathématique. Vos objectifs ne seront tenables qu'au prix d'une compression sans précédent de la dépense publique. En quelques mots, c'est une catastrophe qui se profile. Encore moins de services publics, alors qu'on n'en a jamais eu autant besoin. Encore moins de justice sociale et fiscale, alors qu'on n'en a jamais eu autant besoin. Encore moins de réponses à la crise écologique, alors qu'on n'en a jamais eu autant besoin. Encore plus de misère, plus de crise dans les hôpitaux, les écoles, les files d'attente à la pompe et à l'aide alimentaire. Tout cela simplement au nom de préceptes économiques défectueux. Nous avons besoin de mettre de l'argent sur la table pour tenir le coup. Mettre de l'argent sur la table, cela doit se faire au service des citoyens, au service du climat, au service de la biodiversité. Encore plus quand nous traversons une crise sans précédent où tant de gens ont peine à se déplacer, se loger, se nourrir dignement. On pourrait espérer que dans ce genre de situation exceptionnelle, on mette à contribution les surprofits de ceux qui non seulement ne participent pas, mais même ont profité de cette situation. Je vous demande solennellement au gouvernement de ne pas mettre en place le 49.3 par rapport à une des prérogatives essentielles de l'Assemblée nationale. Le débat doit avoir lieu. J'espère que tous les groupes d'opposition feront bloc contre ce passage en force. Entendez qu'une motion de rejet n'est pas la fin du débat. Vous n'allez pas vous dissoudre, collègues. Nous allons simplement réavoir un débat sur des bases plus saines, où l'opposition sera entendue et où la motion de rejet est aussi la capacité pour un groupe politique ou pour les groupes d'opposition de dire une chose simple à un gouvernement qui ne veut pas les écouter. Non, nous ne voulons pas de votre projet de loi de finances comme dans la manière actuelle. Vous dites augmenter le budget de l'État dans les ministères, mais quasiment toutes vos mesures sont en dessous de l'inflation. En dessous de l'inflation, c'est une baisse. Et ça veut dire que le démembrement de l'État va continuer dans ce pays à des hauteurs que nous n'imaginons même pas. S'agissant des recettes de l'État, nous observons plusieurs choses intéressantes. Que les classes populaires et ce qu'on appelle les classes moyennes, en gros, l'immense majorité des Français, contribuent de plus en plus au budget de l'État. Parce que dans les 300 milliards et quelques de recettes, mais on constate que dans les recettes sont issues aussi la TVA, la taxe sur le pétrole, sur l'essence. Ces taxes ont augmenté et les recettes de ces taxes ont augmenté considérablement, puisque les prix ont augmenté. Pendant ce temps, nous savons aussi
que les fortunes les plus riches du pays, elles, contribuent de moins en moins à la solidarité nationale avec des cadeaux comme la fin de l'impôt sur la fortune ou de la flat tax, des mesures purement dogmatiques, inefficaces, qui nous rappellent tous les jours qu'Emmanuel Macron est le président des riches. Voici le résultat du scrutin. Votant 339, exprimé 336, majorité 169, pour 80, contre 256. L'Assemblée nationale n'a pas adopté la motion de rejet préalable. Protéger les Français et aller vers le plein emploi, voilà le sous-titre de votre projet de loi de finances. Or, à sa lecture, nous ne pouvons que constater un abîme entre vos promesses et vos actes. Bien loin de la renaissance, ce quinquennat s'ouvre dans une atmosphère de fin de règne. Votre budget ne montre qu'une seule chose, vous subissez. Et surtout, vous faites subir aux Français. Vous subissez l'inflation qui vient avant tout de votre soumission à un modèle économique mondialiste qui a aggravé les dépendances de la France. La preuve, le déficit commercial qui chaque mois va de record en record. Vous subissez la crise énergétique, démarrée dès septembre 2021, que vous faites payer aux Français par leurs factures, par leurs impôts, par la dette. Vous subissez le chômage de masse, vos opérations de communication ne masquant pas les 5,4 millions d'inscrits à Pôle emploi, c'est juste 400 000 de moins qu'en 2017. Vous subissez la dette, cherchant sans doute à battre le record de 600 milliards supplémentaires en 5 ans. À ce titre, Monsieur le maire, respectez les Français. Ne leur faites pas l'insulte de parler d'un budget à l'euro près quand votre déficit est de 150 milliards. Le gouvernement se désintéresse totalement du rétablissement de nos finances publiques. Cela n'a jamais été une priorité de la précédente majorité, mais c'est désormais la dernière de ces priorités, alors que nos comptes sont dans le rouge et que ce rouge devient écarlate. La France affiche un taux de dépenses record, mais les dépenses courantes vont encore augmenter de 62 milliards d'euros et vous allez recruter 11 000 fonctionnaires supplémentaires. La France est dans le quintet des pays les plus endettés d'Europe, avec une dette qui va dépasser les 3 000 milliards d'euros. Mais notre déficit se creuse encore à 155 milliards d'euros. Un tiers de nos dépenses sont désormais financées par la dette, et donc les générations futures. La charge de la dette tutoie les 60 milliards d'euros et va devenir le premier budget de l'État après l'éducation nationale. Et au moment même où les taux d'intérêt remontent à 2,5% et même un peu plus, la France va emprunter 270 milliards sur les marchés, un record absolu. Pour compléter ce tableau édifiant, la France affiche un déficit commercial record de 150 milliards d'euros, alors que la récession menace. Enfin, la France reste le pays d'Europe, après le Danemark, où les taxes et les impôts sont les plus élevés d'Europe. Vous retenez pour 2023 une prévision de croissance de 1% que tous les instituts et le Haut Conseil des finances publiques lui-même jugent irréaliste. Et vous vous réfugiez derrière ces hypothèses avantageuses pour sauver tant bien que mal la face. Le problème, c'est que même avec vos prévisions intenables, la France décroche et nous sommes relégués parmi les pires élèves d'Europe, ceux dont les comptes sont dans la situation la plus critique, ceux qui sont à la merci de leurs créanciers et pourraient demain être attaqués. Tout change et rien ne change sur le fond. Après 5 années difficiles, marquées par un conflit social majeur comme la France n'en avait pas connu depuis longtemps, la crise des Gilets jaunes, une crise sanitaire mondiale, une crise économique profonde, une inflation record qui étrangle les Français et le retour de la guerre en Europe, nous discutons du premier budget du second quinquennat du président Macron. Ces orientations et ces priorités demeurent sinistrement identiques à celles des 5 dernières années. Après une baisse d'impôts de près de 50 milliards d'euros sur le premier quinquennat et après avoir supprimé la redevance télé dès cet été, nous supprimerons la CVAE conformément à l'engagement du président de la République. Parce que le niveau de nos impôts de production est le plus élevé d'Europe. Il pénalise notre industrie et la désavantage par rapport à ses concurrents. Il nous faut donc agir sur ces impôts de production. Mais n'oublions pas non plus que le sujet premier pour nos entreprises reste celui du coût du travail et il nous faudra également y apporter une réponse dans les prochaines années. Aucune des propositions que nous avons pu faire, aucune des préoccupations des Français que nous vous avons fait remonter n'a été réellement prise en compte. Ni l'urgence d'investir pour que les Français puissent isoler rapidement leur logement, ni la situation tendue des collectivités locales qui sont obligées aujourd'hui de fermer des équipements de proximité, des gymnases, des piscines, ni la situation dramatique de l'hôpital public.
Et il aura fallu mener ardemment le combat sur les super-profits et sur les jets privés pour qu'enfin vous preniez quelques mesures insuffisantes en ce sens. Et pourtant, nous sommes force de proposition. Les écologistes ont déposé 162 amendements pour faire évoluer cette première partie du projet de loi de finances. Mais hélas, vous semblez jusque-là rester fermés à toute évolution. L'arme du 49.3 que vous annoncez ne fera que souligner votre échec, celui de dialogue de Bercy où la sympathie l'a disputé à l'inutile, dans une formidable mise en scène digne de falconnerie dans Le Guépard et de sa célèbre maxime « Tout change pour que rien ne change ». En effet, votre boussole reste sans aucune forme d'autocritique, ces fameux traités de Lisbonne et de Maastricht qui font des règles libérales le Nord à ne jamais perdre. Quelle erreur! Les récentes élections dans des pays voisins devraient pourtant conduire à interroger vos certitudes, car voilà où nous conduisent les folies libérales. C'est une ineptie de poursuivre dans cette voie alors que les super-patrimoines explosent. 1 000 milliards d'euros en richesse cumulée pour les 500 plus grandes fortunes, c'est une première, c'est un record dans notre pays. Pourtant, vous ne prévoyez nullement une nouvelle redistribution des richesses, un partage de la valeur ajoutée tiré du travail de toutes et tous, plus favorable aux salariés, aux services publics et moins à la rémunération du capital et à l'accumulation pour une petite caste de privilégiés. En 30 ans, 10% de plus de richesses produites, soit près de 250 milliards d'euros, ont été accaparés pour rémunérer le capital. Et une étude de la Banque de France de juin 2022 montre que cela n'a pas servi l'investissement productif. A contrario, les chiffres des dividendes versés par les entreprises du CAC 40 n'ont jamais été aussi florissants. 57 milliards l'an passé, auquel il faut ajouter 23 milliards de rachats d'actions, avec comme symbole Total et ses 2,6 milliards d'euros versés à des actionnaires au mépris des salariés et de nos concitoyens saignés à la pompe à essence. Vous réduisez des impôts à crédit sans diminuer le taux global des prélèvements obligatoires, au lieu de réduire les déficits publics en priorité. Globalement, le taux de prélèvement obligatoire prévisionnel 2023 est de 44,7% du PIB. Mais c'était son niveau en 2018. Où est la réduction? En fait, vous n'avez fait qu'une moindre hausse des prélèvements obligatoires, mais pas de baisse. Est-il sérieux de supprimer en 2 ans la CVAE au coût brut de 8 milliards, d'achever la suppression de la taxe d'habitation pour 2,1 milliards en 2023, de supprimer la redevance audiovisuelle pour 3 milliards, alors que les déficits publics en 2023 sont maintenus en apparence à 5%. Vous augmentez les dépenses publiques d'une façon excessive, car comme l'a souligné le Haut Conseil des finances publiques, votre affichage d'une baisse en volume de 1,5% des dépenses publiques est une présentation fallacieuse, qui dissimule en fait une augmentation de 0,7% si l'on utilise le déflateur de prix du PIB, qui est bien plus représentatif que l'indice des prix à la consommation, et si l'on élimine le coût des mesures liées à la crise énergétique. Ce taux, d'ailleurs, est peu différent, 0,7%, de la croissance du PIB en volume, qui est de 1% d'après vos prévisions et qui risque de se dégrader. Nos débats dans cet hémicycle doivent permettre d'avancer sur tous les sujets. Nous sommes tous ici investis la responsabilité de légiférer. Cela implique de débattre en conscience des propositions de réforme qui permettraient d'améliorer le quotidien de nos concitoyens. Je pense que la stratégie de blocage que certains sur ces bancs pourraient chercher à avoir et qui bloquerait et créerait une forme d'embolisation du débat parlementaire et nous obligerait à avoir recours au 49.3 n'est pas la bonne méthode. En ce qui nous concerne, quelle que soit l'issue de nos débats, nous y prendrons part avec l'ouverture d'esprit et le sens de dialogue qui caractérise notre groupe, dans un soutien résolu et constructif au gouvernement, et nous assumerons jusqu'au bout notre rôle de parlementaire démocrate, membre de la majorité. Je vous remercie. Les députés commencent les discussions par l'article liminaire, normalement une simple formalité puisqu'il solde les comptes des années précédentes et donne les prévisions pour l'année 2023. Pourtant, son examen va s'avérer beaucoup plus compliqué que prévu. Nous voterons évidemment contre cet article pour une raison simple. On ne peut pas fonder une politique pour la nation fondée sur des mensonges et des illusions. Les illusions, vous les connaissez, ce sont vos projections macroéconomiques. Elles ne sont pas fondées, elles sont critiquées par toutes les institutions un tant soit peu sérieuses. Elles sont critiquées par les députés du Rassemblement national qui ne croient pas à cette hypothèse. Et les mensonges, c'est les objectifs que vous fixez et c'est les politiques que vous prétendez suivre.
Et moi, j'avais une question, en fait, pour attaquer notre position. Je vais vous la donner tout de suite sur l'article liminaire, évidemment, on votera contre. Mais j'avais une question tout à fait solennelle à adresser à messieurs les ministres. Est-ce que le débat que nous commençons aujourd'hui va servir à quelque chose? Ce matin, le Conseil des ministres s'est réuni et bien sûr, le 49.3 a été abordé. Alors moi, je vous demande, et j'aimerais avoir une réponse dès le début de nos débats, est-ce que les débats qui vont s'exercer ici, dans cette Assemblée nationale, devant la représentation nationale, va servir à quelque chose, ou allez-vous couper court, quand, quoi, comment, avec un 49.3? Nous ne pouvons pas du tout adhérer au projet où vous nous emmenez, messieurs les ministres, parce que vous remettez à plus tard, vous remettez au calendrier grec l'ensemble des pistes d'économie possibles. Il n'y a aucun début, aucune recherche de pistes d'économie dans le budget que vous nous présentez. Et l'élément essentiel, vous le savez, nous le savons tous, il faut agir sur les dépenses publiques pour retrouver des marges de manœuvre, pour pouvoir investir pour le futur, pour les générations à venir. Ces textes, la loi de programmation, comme l'article liminaire, cadre les dépenses, explique les soldes, font des différences entre ce qui est structurel et ce qui ne l'est pas. Il pose le paysage des lois de finances sans s'imposer à elles. Chacun garde évidemment, ou chaque assemblée, chaque séance garde une liberté de vote totale. Refuser des cadrages, refuser les mises en perspective, ne pas voter des lois de programmation, c'est quand même d'une certaine manière refuser l'idée de la maîtrise des finances publiques. Parce qu'en général, on est pour la maîtrise des finances publiques en général, mais alors en particulier, c'est beaucoup plus dur, beaucoup plus difficile. Il n'y a pas un groupe ici, mais pas un seul, qui accepte en général une baisse de dépenses. Donc il faut juste essayer, à un moment donné, d'être cohérent avec soi-même. Un mot de cet article liminaire. Il est évidemment dans la droite suite de la loi de programmation dont nous avons débattu jusqu'à tard hier soir, et dans le cadre de laquelle nous avons proposé une autre trajectoire. Nous n'avons pas cédé à la facilité de ne pas faire des contre-propositions à celles que nous contestions. D'évidence, nous ne partageons pas ni vos perspectives, ni vos prévisions, ni les choix politiques qui sont les vôtres. Et d'évidence, nous ne voterons pas cet article liminaire. Mais je voudrais, au-delà de cela, poser au ministre la question du temps qui nous est imparti pour débattre des amendements que nous avons déposés, et dont je ferai remarquer qu'ils sont sur nos bancs tout à fait raisonnables du point de vue de leur nombre, compte tenu de l'importance du texte que nous examinons, et que, évidemment, il ne serait pas raisonnable que de plaider de votre côté une quelque obstruction que ce soit. Évidemment, notre souhait, mais nous voyons déjà l'épée de Damoclès poindre, c'est de pouvoir débattre et faire vivre cette Assemblée. Nous ne désespérons jamais de vous convaincre du bien fondé de nos propositions. Donc la question qui est la mienne, c'est bien celle-là. Combien de temps laissez-vous au débat parlementaire, et l'irrémédiable est-il certain? Nous prendrons le temps nécessaire pour avoir le meilleur budget possible pour la France. Après viendra un moment où il faudra bien qu'il y ait un budget pour la France. Et le gouvernement, naturellement, prendra ses responsabilités, parce que nous n'allons pas laisser nos compatriotes sans budget pour 2023, sans capacité à payer les fonctionnaires, à payer les allocations sociales, à payer un certain nombre de dépenses militaires pour les policiers, pour les gendarmes, pour nos services publics. Donc nous prendrons nos responsabilités, mais nous ne les prendrons qu'au terme d'un débat approfondi où chacun pourra exprimer ses vues sur ce qui est bon pour le pays. Et parce que nous sommes dans des conditions économiques nouvelles, marquées par le retour de l'inflation, je pense qu'il serait déraisonnable d'aller trop vite dans la réduction de la dépense publique, d'aller trop vite dans le rétablissement des finances publiques. Nous avons déjà fait l'erreur en 2010, en 2011, ne la refaisons pas en 2022. Enfin, un dernier point sur l'hypothèse de croissance. Vous me dites que tous les instituts nous mettent extrêmement loin des prévisions du gouvernement. Le FMI, qui est un institut crédible, il me semble, pour reprendre les termes qui ont été employés, vient d'indiquer que l'un des pays de la zone euro qui s'en sortirait le mieux en 2023 serait probablement la France. Nous en venons donc au vote de l'article liminaire par scrutin public. Je vous remercie de regagner vos places. Le scrutin est ouvert.
Le scrutin est clos. Résultat du scrutin. Votant 368, exprimé 367. Majorité 184. Pour 175, contre 192. L'Assemblée nationale n'a pas adopté. L'article liminaire est rejeté et ce ne sera pas la seule déconvenue pour le gouvernement. Cette fois, l'offensive vient du MoDem. Il ne veut pas taxer les super-profits mais les super-dividendes. L'initiative est saluée par les oppositions qui se réjouissent de voir une majorité divisée. Il s'agit d'un amendement qui concerne les super-profits et surtout les super-dividendes. On a beaucoup parlé de super-profits. Il y a eu une mission flash qui a été menée par la Commission des finances. Nous, on pense que c'est difficilement applicable en l'état compte tenu de la fiscalité internationale des établissements stables. Mais se pose la question des super-dividendes qui sont distribués. Et c'est un amendement qui est encadré, qui concerne les entreprises qui réalisent plus de 750 millions de chiffre d'affaires, qui réalisent des super-profits, mais qui décident de distribuer des super-dividendes. Et l'idée, c'est de prévoir une flat tax à 35% pour les super-dividendes qui seraient distribués et qui correspondraient à 20% de la moyenne des 5 dernières années de distribution de dividendes. Donc il faudrait, 1, qu'on rentre dans la catégorie des super-profits et 2, que l'on puisse avoir une notion de super-dividendes distribués qui est relativement encadrée par la réglementation. Je rappelle d'ailleurs que pour les petits épargnants qui recevraient des dividendes, ils ont toujours la possibilité d'opter à l'impôt sur le revenu. Ils ne sont pas obligés d'être à la flat tax. Donc on pourrait considérer que cette taxe à 35% de majorée aurait un petit caractère confiscatoire pour des revenus moyens. Je rappelle qu'il est toujours possible d'opter à l'impôt sur le revenu au titre des revenus de distribution de dividendes. Ça concernerait également le rachat d'actions des sociétés, puisque là aussi on a un problème avec le rachat d'actions dans ce type de, je dirais, de sociétés qui réalisent des super profits. Mais comme vous le savez, il y aurait là aussi des difficultés à déterminer ce que sont des super dividendes. Vous savez qu'il y a pour les dividendes comme pour les résultats une certaine volatilité d'une année sur l'autre en fonction des résultats de l'entreprise. Et une entreprise qui n'aurait pas distribué par exemple de dividendes pendant longtemps et qui le ferait l'année où vous faites cette super taxe, elle serait pénalisée. En tous les cas, celui qui le reçoit serait pénalisé. Donc je crois qu'il y a déjà une difficulté méthodologique. Ensuite, vous rappelez, vous le savez mieux que quiconque, il y a déjà les dividendes sont imposés. Il ne faut pas non plus laisser croire que les dividendes ne sont pas imposés. Ils sont imposés une première fois, évidemment, au niveau des résultats de l'entreprise. Donc, ils sont imposés à 25%. Ils sont imposés par celui qui les reçoit à hauteur de la flat tax, 30%. Donc, il y a déjà une imposition assez lourde sur les dividendes reçus par ceux qui les touchent. Donc, je ne crois pas qu'il faille aujourd'hui prendre le risque, déstabiliser. Une fois de plus, vous savez qu'on est très attentif à la stabilité de la fiscalité dans le temps pour créer un climat de confiance pour les entreprises, pour les actionnaires, pour les investisseurs. Donc voilà, c'est plutôt une proposition de demande de retrait et il ne me paraît pas opportun de le faire aujourd'hui. Vous le savez, sur la question des bénéfices exceptionnels, des profits exceptionnels en temps de crise, notamment dans les secteurs de l'énergie, nous avons travaillé à un dispositif européen qui a été adopté au niveau européen et que nous allons, je l'espère, transcrire dans le droit français avec les amendements qui seront discutés en la matière. Je crois que c'est après l'article 4. On prend les sujets les uns après les autres et donc je pense que l'essentiel dans ce texte, c'est d'appliquer le dispositif qui a été imaginé au niveau européen et qui va être adopté par la majorité des pays de l'Union européenne. Nous allons donc soutenir l'amendement de notre collègue du président Mattei, et nous réjouir que, car finalement avec cet amendement, tout le monde reconnaît enfin qu'il y a des super profits. C'est un amendement très raisonnable, très constructif, qui à mon avis peut rassembler tout le monde pour avancer sur un sujet qui fera du bien à la démocratie et à la justice fiscale. Alors vous avez le président d'un groupe parlementaire de votre regroupement qui propose un amendement qui est un amendement de compromis. Et même sur ce sujet, vous n'êtes pas capable de donner un avis favorable. Franchement. Et après, vous allez nous dire, vous n'écoutez pas, vous ne voulez pas travailler avec nous. Vous nous dites,
vous allez déstabiliser le versement des dividendes. Mais vous inquiétez pas, monsieur le ministre, cette année, au deuxième trimestre de l'année 2022, le versement des dividendes en France a atteint un record historique. Une augmentation de plus de 33%. On n'a jamais vu ça. C'est un record. Alors, à minima, faire en sorte qu'ils participent un petit peu à la solidarité nationale, je crois que c'est une mesure de bon sens et qui devrait rassembler extrêmement largement sur ces bancs. Donc oui, nous voterons ce dispositif. Merci. Et on espère qu'on sera nombreux à le faire. Merci. Merci. Et avec le groupe Horizon, nous espérons pouvoir vous proposer effectivement un outil qui accompagnera davantage le partage de la valeur et la valorisation de l'actionnariat salarié. C'est pour ça qu'à ce stade, le groupe Horizon s'abstiendra sur cet amendement. Finalement, là, ce que vous essayez de faire, c'est de taxer les dividendes qui seraient perçus émanant d'une entreprise qui a un chiffre d'affaires supérieur à 750 millions d'euros. C'est-à-dire qu'on pourrait se trouver dans une situation où une personne perçoit de très gros dividendes, des montants très importants, émanant d'une entreprise dont le chiffre d'affaires serait inférieur à 750 millions. Et cette personne serait taxée à 30%. En revanche, une personne qui bénéficierait de petits dividendes émanant d'une entreprise dont le chiffre d'affaires serait supérieur à 750 millions d'euros serait taxée à 30%. Je pense que nous avons un vrai problème parce que taxer de manière différente en fonction de la nature de la société, de la taille de l'entreprise, du montant du chiffre d'affaires, pour moi c'est une vraie rupture d'égalité devant la loi et je pense que nous avons un vrai risque juridique. Merci, monsieur. C'est la raison pour laquelle les députés Les Républicains ne voteront pas cet amendement. Ce qui est bien avec les libéraux, c'est qu'ils sont jamais décevants, quoi. Avec les marcheurs, les seuls qui ne sont pas obligés de faire grève pour être augmentés, c'est les actionnaires. Les seuls qui n'ont pas besoin de quémander pour se gaver, ce sont les profiteurs de guerre. Les seuls à qui on dit qu'il faut se tourner vers Bruxelles pour demander l'autorisation de les taxer, c'est ceux qui font du pognon en dormant. Et donc on va voter l'amendement de notre collègue, parce qu'il prend le pognon là où il faut le prendre pour le donner là où on a besoin. On peut évidemment avoir tous les débats, on est là pour ça. On peut chercher toutes les solutions, toutes les idées, on est là pour ça aussi. Je rappelle simplement deux choses. Il y a un mécanisme qui a été trouvé au niveau européen, qui est aujourd'hui décliné dans les différents États membres. Il peut y avoir des discussions, des débats sur d'autres sujets, on peut les avoir. Est-ce qu'il faut que ça se fasse comme ça dans le cadre d'un amendement ici, ou est-ce qu'on peut se poser pour en parler? C'est la première chose. Je pose une question. La deuxième chose, moi je dis simplement que depuis 3 ans, la France est redevenue le pays le plus attractif pour les investissements étrangers en Europe. Tous les baromètres indépendants le disent. Je dis qu'on a le taux de chômage le plus bas depuis 15 ans. Je dis que pour la première fois depuis 15 ans, on a des emplois industriels qui se recréent dans notre pays, qu'on a l'activité qui redémarre. Que tout ça, on le doit à une politique qui est cohérente. Et j'alerte simplement sur l'effet signal de dispositifs qui viendrait brouiller cette politique qui a été mise en place depuis 5 ans et qui porte ses fruits. C'est tout. Après, chacun prend ses responsabilités. Résultat du scrutin. Votant 335, exprimé 315, majorité 158, pour 227, contre 88. L'Assemblée nationale a adopté. Autre disposition votée contre l'avis du gouvernement, le rétablissement de l'exit tax. Emmanuel Macron avait allégé cet impôt qui visait les Français qui s'installaient à l'étranger. L'amendement vient des Républicains. Il s'agit de revenir sur le dispositif tel qu'il a évolué dans le cadre de la loi de finances 2019 sur l'exit tax. L'exit tax avait été instauré à la demande et sous la décision et l'influence de Nicolas Sarkozy, alors président de la République. L'idée, c'est de faire en sorte qu'on évite une forme d'évasion fiscale qui consiste, lorsqu'on est chef d'entreprise ou qu'on a des actions importantes, à quitter le pays, à changer son domicile fiscal pour éviter de payer la plus-value lors de la cession ensuite de ses actions. Et donc il avait été instauré cette exit tax qui a pour objectif, sans remettre en cause la propriété évidemment de l'entrepreneur en question ou de l'actionnaire en question, de faire en sorte qu'on n'ait pas d'évasion fiscale. Le délai qui avait été fixé était le maintien pendant 15 ans dans la propriété de l'actionnaire de ses actions. Au terme de ces 15 années,
dans le dispositif Sarkozy, il y avait un remboursement ou en tout cas, s'il y avait eu comment dire, un décalage dans le paiement, une autorisation du fisc, à ce moment-là, le fait que le contribuable se retrouvait effectivement non imposable. Ce délai a été rapporté à 2 ans en 2019, et il est évident que 2 ans, ça ne tient pas. C'est extrêmement facile. Le dispositif n'est plus effectif. Et donc, nous proposons par cet amendement, simplement, dans un souci de régulation, être libéral, c'est aussi savoir réguler, de revenir au délai de 15 ans qui avait été mis en place à l'époque de Nicolas Sarkozy. Vous souhaitez rétablir l'exit tax tel qu'il existait avant 2018. Effectivement, le débat parlementaire qui avait lieu à cette époque avait montré à la fois son effet plutôt délétère sur l'image de la France et sur les investissements qui pouvaient avoir lieu en France. Les débats parlementaires avaient aussi montré à cette époque le rendement très faible de cette taxe. Et donc nous avions recentré cette exit tax pour éviter les abus. Donc nous partageons l'objectif. Il y a un délai de 2 ans, mais il y a aussi un délai de 5 ans. Donc notre objectif, c'est vraiment de lutter contre les abus, mais de faire en sorte que notre pays reste attractif pour les investisseurs et qu'ils aient envie de venir investir en France sans risquer, quand ils partent, une fiscalisation trop importante. Donc avis défavorable. L'exit tax, il n'a de valeur, puisque je suis un peu étonné que le rapporteur général dise que c'est pour susciter l'attractivité de notre place financière, puisqu'en réalité, l'exit tax, il est très ciblé. Il cible ceux de nos concitoyens qui partent à l'étranger pour, en réalité, faire de l'évasion fiscale sur une... Mais oui, c'est bien évidemment. C'est pour ça que Nicolas Sarkozy l'avait ciblé. C'est clair, il y a des concitoyens qui font ça. Moi, je crois que notre politique fiscale, les choix que nous faisons, que nous avons fait ces dernières années, elle doit s'apprécier comme un tout. Elle a un objectif, c'est de renforcer l'attractivité de notre pays. C'est pour ça que nous avons fait la baisse de l'impôt sur les sociétés, c'est pour ça que nous avons fait la baisse des impôts de production, c'est pour ça que nous avons fait la réforme de l'exit tax aussi. Si cette politique n'avait pas obtenu des résultats, je pourrais entendre un certain nombre de critiques et de débats. Or, elle a des résultats. Depuis 3 ans, notre pays est à nouveau le plus attractif en Europe pour les investissements étrangers. Le nombre de concitoyens qui quittent notre pays pour des raisons fiscales a considérablement baissé. L'attractivité de notre pays s'est renforcée. Donc on voit bien qu'il y a un impact positif à ces réformes qui ont été portées. Rappelons effectivement le contexte de l'adoption de l'exit tax par la majorité UMP à l'époque en 2008 et qui devait effectivement rapporter 800 millions d'euros. C'est l'évaluation qui a été faite par le Conseil des prélèvements obligatoires et il est vrai qu'on l'a remarqué qu'elle rapportait beaucoup moins cette taxe, moins de 100 millions d'euros chaque année. Et qu'a fait finalement cette réforme de 2019 ? Eh bien, elle a encore réduit le rendement de cette taxe. Rappelons le principe, c'est une taxation des plus-values latentes sur les actions détenues par quelqu'un qui part de France et la révision de 2019 a fait baisser le délai de détention des actions de 15 ans à 2 ans. Et donc, pour cette raison, l'exit tax aujourd'hui ne frappe quasiment plus personne et a un rendement très très faible. Être libéral, c'est savoir réguler. Et vous avez porté ensuite le propos sur la fraude fiscale et l'optimisation fiscale. Mais là, ça n'est pas le sujet. Je pense que vous vous trompez de sujet. Le sujet, c'est la lutte contre l'évasion fiscale. Parce que je vais vous donner un exemple tout simple. Quelqu'un qui envisage de céder ses actions, de vendre son entreprise dans quelques années, parce que tout ça se prépare de manière importante sur des actes de cette nature, décide au 31 décembre 2022 de quitter le pays, va payer effectivement l'impôt sur les plus-values latentes, vendra son entreprise dans 3 ans et se trouvera à être exonéré sur une grande partie de sa plus-value. Voilà. Et ça, c'est de l'évasion fiscale. Et nous devons tous ensemble lutter contre l'évasion fiscale. Et vous le savez, je me rejoins, c'est quand même pas anodin de se retrouver sur les mêmes propos que le président de la Commission des Finances, Éric Coquerel. C'est très important. Nous devons avoir du bon sens parce que nos concitoyens ne comprennent pas ça. Et vous le savez, nous sommes libérales, mais la lutte contre l'évasion fiscale, nous devons tous nous retrouver. On ne peut pas dire à la fois que la France est à l'euro près, dire que nous avons besoin de ressources pour financer nos services publics et ne pas imposer les plus-values de ceux qui s'installent à l'étranger, parfois pour échapper à l'impôt et à la solidarité nationale. Messieurs, dames,
chers collègues, les entrepreneurs ne sont pas des pigeons. Les Français de l'étranger ne sont pas des évadés fiscaux. Aurions-nous 25 licornes en France si nous continuions à pénaliser les entrepreneurs français pour leur succès? Cet amendement qui sort le spectre de François Hollande de son placard propose de pénaliser à l'avance ceux qui oseraient réussir dans 10 ans, dans 15 ans. Est-ce que vous savez seulement pourquoi les entrepreneurs français qui décident de quitter la France quittent le pays? Est-ce que vous le savez? Au-delà de l'épouvantail de Bernard Arnault que vous agitez régulièrement pour exciter les foules, il suffit de regarder la liste des pays destination de nos entrepreneurs. Vous n'y trouverez ni Andorre, ni le Panama, ni Monaco, ni le Liechtenstein. Vous y trouverez en numéro 1 les États-Unis, en numéro 2 l'Espagne, 8%, en numéro 3 l'Allemagne, Royaume-Uni, Italie. Parlons de l'Espagne. Parlons de l'Espagne, deuxième destination des entrepreneurs français qui s'expatrient. Ils payeront 27% de plus-value, d'imposition sur les plus-values à la vente de leur entreprise en Espagne. Ils seront soumis à Barcelone à un taux d'imposition sur le patrimoine, à un ISF de 3,5% pour le capital supérieur à 10 millions, à comparer à feu l'ISF qui imposait 1,5%. Ce ne sont pas des évadés fiscaux, ce sont des gens qui choisissent de quitter la France pour participer à l'expansion internationale de leur société, pour aller s'installer à Barcelone, à Lisbonne, des endroits où ils trouvent un marché de l'emploi qui leur offre des employés qui ont la capacité de s'exprimer dans des langues que vous ne parlerez jamais. Merci. Merci de conclure, chers collègues. Qui offre une qualité de la vie, que vous ne pourrez jamais imposer. S'il vous plaît, un peu de silence. Ne laissez pas vos fantasmes empêcher ces Français de vivre la vie qu'ils choisissent et de participer au rayonnement de la France à l'étranger. Ne votez pas pour cet amendement. Et que chacun contribue un peu à mesure de ses moyens. Et donc il faut voter cet amendement sur l'exit tax, un amendement qui est absolument remarquable et aujourd'hui soutenu par tous les membres de la Commission des finances, sauf la majorité minoritaire. Je vous remercie. Évidemment, nous allons voter cet amendement. Est-ce qu'on peut faire le bilan tout de même du ruissellement? Parce que ça a été la philosophie principale de votre politique économique. Ça n'a pas fonctionné. Et ça n'est pas le Rassemblement national qui le dit, c'est France Stratégie. Et France Stratégie n'est pas une officine qui est dirigée par le Rassemblement national. Ils ont fait un rapport en 2021 pour analyser et étudier les conséquences de votre politique, flat tax, ISF, réforme précisément de l'exit tax. Ça n'a pas fonctionné. Il n'y a pas eu de ruissellement. La politique est faite de mots, c'est bien normal. Mais moi, je considère, avec les élus du groupe Lyot, que, au-delà de ce qu'on dit, nous serons jugés sur ce que nous faisons. Aujourd'hui, voter favorablement cet amendement, c'est nous permettre d'être en cohérence avec ce que vivent les Français. Nous avons besoin d'envoyer des signaux, ce qui consiste à dire que oui, nous comprenons la situation et que oui, ceux qui sont les plus aisés et qui, par leur comportement, interrogent sur leur capacité à faire vivre la solidarité nationale, doivent être en situation d'être encadrés. Évidemment et naturellement, nous voterons cet amendement. Au regard du rendement de cet impôt, en aucune manière, cet impôt ne va régler les problèmes d'injustice sociale. Donc ce sujet-là ne répond pas, absolument pas à ce que vous demandez. Il y a un deuxième point, c'est que, effectivement, cet amendement part du principe qu'un chef d'entreprise qui voyage, qui déménage, est un fraudeur. C'est quand même incroyable d'entendre dans certaines interventions des élus politiques qui ont l'air de regretter que la situation s'améliore. Est-ce que ça va bien pour tout le monde? La réponse est non, évidemment. Mais enfin, je veux dire, à un moment, quand vous avez des choses qui s'améliorent, reconnaissez-le, soutenez-le, c'est bon pour le pays, c'est pas uniquement bon pour la majorité. Résultat du scrutin, votant 293, exprimé 288, majorité 145, pour 155, contre 133. L'Assemblée nationale a adopté. Après plusieurs revers, le gouvernement prend la décision d'arrêter l'examen du texte. La Première ministre Elisabeth Borne arrive à l'Assemblée nationale et avec elle, le recours à l'article 49, alinéa 3
de la Constitution. Les oppositions ont toutes réaffirmé leur volonté de rejeter le texte. En responsabilité, nous devons donner un budget à notre pays. Les Français attendent de nous de la cohérence, de l'action et des résultats. Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement pour la première partie du projet de loi de finances pour 2023. Mais ce 49.3 ne marque pas la fin des débats budgétaires. En effet, le budget est composé d'une partie recettes, celle sur laquelle la Première ministre vient d'engager la responsabilité de son gouvernement, mais également d'une partie dépenses. Sans surprise, le scénario se répète avec un gouvernement mis en minorité par les oppositions, notamment sur le budget de la transition écologique. Le gouvernement lui-même a constaté l'échec de MaPrimeRénov' sur les rénovations globales. Seulement 2500 logements qui ont changé de performance énergétique. Le rapport spécial lui-même montre que seulement 5% des rénovations sont des rénovations globales. Et je rappelle que le reste à charge pour les ménages très modestes est de 37%. Pour des rénovations qui sont de l'ordre de 38 000 €. Donc on voit bien que c'est tout à fait impossible pour un ménage modeste de faire une rénovation globale. Et derrière cet enjeu, il y a des gens, il y a des ménages, 4,8 millions de ménages qui vivent dans des passoires thermiques et qui voient déjà d'ailleurs leur facture énergétique flamber et qui vont passer un hiver très froid à cause de cette politique qui ne prend pas en charge la rénovation globale. Donc vous nous avez demandé des propositions, les voilà. Elles sont assises sur le rapport Sichel et sur I4C. Le chiffrage, il est connu de tous, c'est un rapport que vous avez commandé vous-même. Il est très clair, il faut 9,3 milliards d'euros par an sur 10 ans pour traiter l'ensemble des passoires thermiques en France. Et c'est grâce à ces 9,3 milliards d'euros et uniquement en atteignant ce niveau-là que l'on pourra vraiment traiter ce sujet. Il faut aller vers un reste à charge zéro pour les ménages très modestes et 5% pour les ménages modestes. Nous vous soumettons même un barème au sein de cet amendement. Donc je vous invite vraiment à en prendre connaissance et à suivre les recommandations du rapport que vous avez commandé, le rapport Sichel. Augmenter les moyens pour la rénovation thermique, la réponse est aussi oui. Et d'ailleurs, le gouvernement propose une augmentation de 450 millions d'euros cette année. C'est une augmentation de 25% qui fait que non seulement les crédits du plan de relance sont sanctuarisés, mais qu'ils sont considérablement amplifiés. Alors, est-ce que augmenter de 7 milliards d'euros, puisque c'est la proposition que vous faites, dès l'an prochain, dès 2023, les crédits alloués à la rénovation des logements permettrait de résoudre cette question ? Ben là, la réponse est non, et c'est là où nous différons. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qui empêche désormais de pouvoir faire de la rénovation? Ce n'est pas que des questions budgétaires, vous avez un problème d'accompagnement des ménages, vous avez un problème de structuration de la filière, de l'offre, de nos artisans pour qu'ils soient en capacité d'effectuer des rénovations globales, vous avez un problème de suivi de qualité des travaux, par des choses sur lesquelles il faut qu'on travaille, vous avez un problème de déclenchement des travaux dans un certain nombre de copropriétés où les freins réglementaires, de procédure sont très importants. Et donc pour toutes ces raisons, et pas seulement pour des raisons comptables, je crois que l'amendement que vous proposez ne répond pas à l'objectif que vous poursuivez. Avis donc défavorable. Non mais il faut juste quand même à un moment faire aussi des propositions qui sont commensurables par rapport au budget. On n'est pas en train de jongler avec des milliards d'euros, on en remet ici, on en remet là. C'est plus de 6 milliards d'euros que vous proposez. Et puis, je veux rappeler ce que dit très clairement monsieur le rapporteur. Aujourd'hui, les carnets de commandes, ils sont remplis. Aujourd'hui, lorsque les ménages veulent rénover thermiquement leur logement, la première question qu'ils posent, c'est où ? Comment, avec quel artisan? Donc aidez-nous plutôt à construire des filières de formation professionnelle avec la réforme du lycée professionnel, avec la réforme de l'apprentissage pour permettre d'avoir plus d'artisans déployés qui permettent de soutenir ces rénovations
que de remettre de l'argent sur l'argent qui, en fait, ne produisent pas aujourd'hui parce que nous n'avons pas les moyens de quantifier tout ça. Je suis désolé, Madame Pannier-Runacher, vous n'avez pas répondu. Vous accusez la NUPES sur ce coup-là de ne pas être précis, alors que quand on a le bilan qui est établi par la Cour des comptes, il faut un peu de modestie. Voilà, vous ne pouvez pas sans cesse, parce qu'on l'a remarqué dans d'autres réponses, être l'arbitre des élégances techniques. Et c'est pas parce que M. Beaune semble d'accord avec vous et que dès que quelqu'un vous dit que vous avez tort, vous ricanez tous les deux à ce qu'on le dit, en sachant peut-être que l'un de l'autre, on ne sait pas qui est le plus mauvais, peut-être que vous rassurez comme ça, mais c'est pas le cas. Vous n'êtes pas l'arbitre des compétences du groupe RN ou des différents groupes de la NUPES. Voilà. Et quand la Cour des comptes adresse un tel bilan, il y a un moment, vu l'argent qui a été mis sur la table, il faut un peu de modestie. Voilà. Donc la vraie question qui se pose ensuite par rapport, même si on soutiendra l'amendement de Madame Sass, c'est qu'on voit bien qu'en fait, quels que soient les montants du budget, l'instrument budgétaire n'est sans doute pas le bon pour financer la rénovation thermique et la rénovation des logements. Je pense que le Parlement devrait s'interroger sur la création d'un nouveau instrument financier qui permet de dégager en fait les dizaines de milliards, parce qu'on sait tous que c'est ça l'enjeu des montants. Il faut dégager des dizaines de milliards d'euros sur un demi-siècle qui permettent la rénovation des logements. Donc il faudrait que le Parlement réfléchisse sur un nouvel instrument financier qui permette en fait de financer cette transition avec des grands équilibres. Parce qu'on ne pourra jamais adosser au budget les montants nécessaires à la rénovation. Et chaque année, on constatera que l'argent n'est pas suffisant parce qu'en fait, on se trouve d'instruments financiers. Ma prime rénov', effectivement, vous le dites, Madame la Ministre, c'est 2,5 milliards d'euros. Mais c'est très loin des ambitions. Cela a été rappelé par notre collègue Sass, et c'est la Cour des comptes qui le dit. Ce sont 2500 passoires qui ont perdu cette nature, alors qu'il y avait un objectif de 80 000 ou 90 000. Et les députés Les Républicains, nous avons porté en première partie un amendement proposant un crédit d'impôt pour justement soutenir, apporter une aide aux propriétaires habitants ou aux propriétaires bailleurs, en laissant d'ailleurs le soin au gouvernement de fixer les taux, le plafond, et je dirais amendement qui avait été adopté en commission des finances en première partie et en séance. Et nous pouvons regretter que le gouvernement ne l'ait pas repris dans son texte, article 49.3. Nous avons une situation qui va arriver devant nous, qui va être catastrophique en termes de logement, compte tenu notamment de l'interdiction de certains logements qui ne pourront plus être soumis à la location dès le 1er janvier 2023. Donc si nous n'apportons pas une aide, un soutien à tous ces propriétaires, il y aura une vraie crise du logement en France. Et il est de notre devoir d'anticiper, d'apporter un soutien, une aide, un soutien pour qu'effectivement nous avancions encore beaucoup plus vite sur la rénovation thermique des logements. Mes chers collègues, d'abord pour souligner, si c'était encore nécessaire, qu'il s'agit d'un amendement à 7 milliards d'euros. Un amendement à 7 milliards d'euros dans le contexte que nous connaissons et sur lequel, s'il vous plaît, sur lequel je me permets d'insister. On peut effectivement tout mélanger. Continuez, monsieur Armand, continuez. On peut effectivement tout mélanger ou alors on peut décider d'avoir une discussion sereine sur le sujet. On a eu une discussion sereine, continuons mes chers collègues. On laisse monsieur Armand termine son propos, on a une discussion sereine, et après on va voter. Sujet important. Allez-y. Juste, premièrement, quand on parle d'argent, et vous mentionnez à très juste titre de nombreux rapports qui ont fait état des besoins de financement, on ne parle pas que de ma prime rénov', on parle aussi des plus de 2 milliards d'euros de taux de TVA réduit qui permettent de rénover énergétiquement les logements. On permet des plus de 3 milliards d'euros qui, grâce au certificat d'économie d'énergie, permettent de financer indirectement la rénovation énergétique. On parle de ma prime rénov' sérénité, on parle de ma prime rénov' copropriété. Donc si on parle d'argent public direct ou indirectement investi, il faut faire la somme générale. Et la deuxième raison qui est la plus importante, on l'a abordé en commission et je crois qu'il émergeait un consensus sur ce sujet, c'est que c'est d'abord un sujet d'accompagnement. Nous avons besoin d'identifier davantage les passoires énergétiques. Nous avons besoin de mieux comprendre comment accompagner les ménages. Et pourquoi aujourd'hui les ménages les plus modestes, alors que de nombreux outils existent, ne font pas encore assez de rénovation performante. Et donc à ce titre, je salue l'engagement du gouvernement à partir du 1er janvier de mettre en place un accompagnement beaucoup plus personnalisé, beaucoup plus efficace, pas seulement pour ma prime rénov' sérénité, mais aussi pour ma prime rénov'. Et donc je vous incite à la raison et à la parcimonie budgétaire sur ce sujet. Qui est pour le 1400 ? Qui est contre ? Il est adopté. La chorégraphie est désormais connue. La Première ministre Elisabeth Borne monte à la tribune et annonce recourir à l'article 49, alinéa 3 de la Constitution.
Ma conviction, celle du gouvernement et celle de la majorité, c'est que l'on ne doit pas opposer transition écologique et aide à nos compatriotes les plus modestes. C'est qu'on ne doit pas opposer le climat et le pouvoir d'achat. Nous pouvons les concilier et c'est ce que propose ce texte, puisque nous investissons davantage pour la transition écologique et que dans le même temps, nous protégeons les Français face à la hausse des prix de l'énergie. De leur côté, les amendements votés exposent de plein fouet nos compatriotes à l'inflation. Aussi, puisque les conditions d'un dialogue constructif ne sont plus réunies, puisque des mesures protectrices et attendues ont été balayées dans les débats, puisque le projet de loi est profondément dénaturé, nous devons réagir. Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur la deuxième partie et l'ensemble du projet de loi de finances pour 2023. Au total, sur le budget, la Première ministre aura recours à 5 reprises à l'article 49.3, 5 fois également pour le budget de la sécurité sociale, soit 10 fois au total pour le marathon budgétaire. Voilà pour ce résumé de la bataille du budget. À très vite sur LCP.